prend ça? Oui. On continue ça. Avec Harry May Pro. Question pour le Snake. L'an prochain, chaque équipe de la LNH pourra céder un joueur de 19 ans admissible à la CHL dans la Ligue américaine. Est-ce que chaque équipe devrait inévitablement profiter de cette règle selon toi? Qui le CH devrait-il prioriser pour la première année? Papanikis, Handel ou McNeil? Il me semble que ça ne m'emballe pas fort. Non. Pour répondre à la première partie de la question, je pense qu'il y a des équipes qui vont en profiter. Cette année, il y en aurait eu. On peut donner, par exemple, les Sharks auraient certainement envoyé Michael Misa à San Jose, mais le Barracuda, des joueurs... mais quoi comme... Excuse, Michael Misa avait 18 ans, alors il ne pouvait pas le faire. Mais, mettons, Sam Dickinson. Sam Dickinson, c'est lui que je voulais dire. Lui, ça serait allé parce qu'il avait 18 ans. Regarde, c'est correct qu'on le développe bien, Dickinson, dans la Ligue nationale en ce moment, mais c'est sûr que l'an prochain, il y a des équipes qui vont faire ça. Parmi les candidates, si je regarde le repêchage de 2025, des joueurs qui vont avoir 19 ans et qui jouent junior en ce moment, il y aurait peut-être un Caleb Desnoyers, par exemple, qui pourrait s'en aller dans la Ligue américaine plutôt qu'à Moncton. Un Jake O'Brien à Seattle, qui joue dans la Ligue de l'Ontario, qui pourrait s'en aller dans la Ligue américaine. Alors, c'est les exemples que je te donne parce que, par exemple, un gars comme Justin Carbonneau, lui, ça va être sa saison de 20 ans. Alors, Carbonneau, lui, va probablement s'en aller à Springfield. Mais c'était deux exemples vraiment frappants. J'imagine que Papanikis, étant donné son gabarit, on va peut-être là. Bon, justement. Non. Alors, comme tu vois, il n'y en a pas... Je pense pas qu'il va en avoir tant que ça. Si j'avais à prédire en ce moment, je te dirais, je verrais un maximum à travers la Ligue de 6-7 joueurs. Ah, pas plus. Je pense pas que ça va être... Les clubs vont se pousser, vont se bousculer aux portes pour envoyer des joueurs de 19 ans dans la Ligue. Canadiens, moi, j'en vois pas. Premièrement, Handel, McNeil, c'est des joueurs qui ont vraiment besoin de jouer une autre saison de 19 ans dans leur ligue respective, dans le junior. Papanikis, oui, un gros gabarit. Le problème, c'est que Papanikis, premièrement, il ne casse rien cette année. Et je trouve, moi, le niveau d'effort est vraiment pas là. J'en ai déjà parlé. Alors, c'est pas un gars qui mériterait, d'après moi, d'aller à Laval. Alors, pour le Canadien, ce n'est pas un facteur... Ce n'est pas un facteur l'an prochain. Okay. Est-ce que ça pourrait influencer un repêchage, cette nouvelle règle-là? Pas du tout. Pas du tout, parce que tu repêches pour l'avenir, puis tu ne laisseras pas passer un gars de 18 ans pour prendre un gars de 19 ans, parce que le gars de 19 ans peut aller dans la Ligue américaine tout de suite. OK. Tu sais, ça, je pense que ça n'a aucun rapport, mais il va y en avoir probablement. Les late juniors de cette année, il y en a peut-être qui vont se retrouver dans la Ligue américaine. Donc, je dis 6-7, ça pourrait peut-être monter à 10, mettons. OK. Mathieu Viau-Renaud. Croyez-vous que Lane Hutson influencera la manière dont on repêche les petits défenseurs? Les DG pourraient être à la recherche du prochain Hutson et repêcher des défenseurs offensifs trop hauts. Est-ce que les succès de Lane Hutson vont influencer le rang de sélection de Xavier Villeneuve? Regarde, en ce moment, il y a un petit défenseur, à part Xavier Villeneuve, qui a beaucoup de succès, Ryan Lynn. Dans la Ligue de l'Ouest. Puis malgré tout, tu sais, j'ai jasé un peu dans les arénas cette année à propos justement de ça, les petits défenseurs et tout. Puis il y a encore, les recruteurs ont encore une grosse propension à dire « Oui, mais il ne mesure pas 6 pieds. » Hudson, c'est l'exception. Oui. C'est un joueur gadget. Oui. Oui, mais il ne mesure pas 6 pieds. Alors, Lynn, Villeneuve, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont être repêchés. Ce sont des talents, en tout cas, dans le cas de Villeneuve, c'est un talent top 10, mais je ne sais pas si le physique des deux joueurs que j'ai mentionnés va les refouler plus vers 15, 20, 25. Disons que le Canadien repêche 22e. Oui. Xavier Villeneuve est libre. Oui. J'imagine que tu le prends. Ben, puis tu te dis, on va l'échanger éventuellement, c'est une valeur. Tu prends toujours le gars que tu considères qu'il va avoir le plus de valeur, soit pour toi ou soit pour un autre. Alors, c'est sûr que... Même si je dis ça pour le doublon. C'est sûr que si je vois un attaquant, mettons, que j'adore, et puis qui est là, puis là, je me dis, j'hésite entre Villeneuve. OK, mais... si Xavier Villeneuve, clairement, je vois, mon Dieu, c'est le joueur le plus talentueux qui reste. Envoie fort. Mais tu vois quand même comment, tu sais, on dit tout le temps meilleur joueur disponible. Tu es tout le temps influencé parce que tu as ton organisation. Toujours un peu, surtout lorsque dans ton organisation, soit que tu as beaucoup de quelque chose
Puis ça, c'est une erreur parce que le beaucoup peut devenir Ouais. très peu. Mais je crois qu'on est plus influencé quand on a un joueur bien particulier et que le doublon de ce joueur-là n'est pas nécessairement à l'avantage de ton alignement. La preuve, c'est que le Canadien n'a pas choisi Cole Hudson. Ouais. Parce qu'on s'est peut-être dit, ouais, on en a déjà un. Par contre, si tu as un ailier comme Slavkovski, ben, il y en a un autre qui ressemble, tu vas le prendre pareil. Ben, c'est sûr. Parce que tu as 8 postes d'ailier à combler. Ouais. Mais un défenseur offensif de petit gabarit, tu essaies dans une équipe de ne pas en avoir plus qu'un. Ben, si tu peux avoir 8 colosses, tu vas y prendre avant d'avoir 8 Oui, petits, là, tu sais. mais tu dis, si on a un doublon d'Hudson, ben là, on le met sur une autre paire, mais Ouais. là, on devient beaucoup plus petit en défense. Tu sais, c'est sûr que tu y penses tout le temps. C'est sûr. Ouais. Nathanaël Saint-Jean. Salut Snake, je sais que tu aimes répondre quand on te challenge. Tu dis souvent que pour toi, les tournois juniors mondiaux ne changent pas la donne dans ton évaluation des joueurs et où tu les places au draft. Par contre, dans le dernier épisode, tu as dit que tu avais mis Jagger premier à cause de ce que tu as vu au championnat mondial junior. Est-ce que tu as changé d'avis avec le temps? En effet, Nathanaël, j'adore être challengé sur ce qui, en apparence ou même en certitude, peut être des contradictions. Oui. Ah oui, je sais que des fois, je dis une affaire et son contraire 3 semaines après. Bon, il y a je vais te donner 2 réponses. La première, elle est simple, c'est qu'en 1990, Jaromir Jagr, la seule façon de le voir jouer au Canada, bon point. c'était au championnat mondial junior. Donc, Il n'y avait pas Internet, là. non. Donc, moi, il fallait que je me fie à ça. Je ne pouvais pas dire je l'ai vu en République tchèque ou en dansant la Tchécoslovaquie. Non. Mais je vais quand même donner une réponse plus moderne. Pour les joueurs étrangers, même si j'avais plus accès, je trouvais que c'était un bon baromètre, le championnat junior, pour la bonne et simple raison que, 1, les joueurs admissibles au repêchage jouent contre des joueurs plus vieux, et 2, ils jouent contre des joueurs nord-américains. Alors moi, souvent, même encore, quand je regarde le championnat junior, je vois un joueur de la Lettonie, puis je me dis, OK, mettons Albert Smith, qui va être repêché dans le top 5-10 cette année. Bien là, je me dis, ouais, est-ce que je le juge d'après sa ligue en Europe, peu importe où il joue, ou est-ce que je le juge contre Gavin McKenna et compagnie sur une glace nord-américaine au Minnesota où a lieu le tournoi? Bien, c'est sûr que c'est bien tentant de continuer à faire ça. Mais étant donné qu'on a plus accès maintenant au match et que je me suis fait prendre solide il y a 10 ans, exactement, presque jour pour jour, avec Jesse Puljujärvi, qui était arrivé, Moi aussi. qui avait eu une saison bien ordinaire en Finlande, bien ordinaire. Mais moi, j'avais mis mes grosses œillères, puis je m'étais dit, oui, mais au championnat junior, il a été le meilleur il joueur, était et il tellement avait bon. 17 ans. Il était tellement C'était bon. un Écoute. bulldozer, il avait des mains, il avait de la vitesse, il était fort comme un cheval. C'était fou, là. C'était fou. Alors tu dis, ben voyons donc. C'est le contexte pour l'évaluer. La Finlande, on s'en fout. La preuve, c'est que Slavkovski, à 17 ans, il jouait en Finlande. Ça avait une saison comme ça, mais il était dur à évaluer parce que c'est pas le même hockey qui joue. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est ça la difficulté. Faut que tu trouves... C'est quoi mon barème? Ouais. J'ai des joueurs qui jouent qui jouent peut-être dans une trentaine de ligues différentes ou une vingtaine de ligues différentes. Puis là, je me dis, ben, je le juge d'après quoi? Je fais quoi? Il joue peu dans sa ligue d'hommes. Il joue beaucoup au championnat junior. Je ne sais plus quoi faire. Il joue au Linka contre des gars de son âge. Fait que c'est ça. C'est bien, bien difficile. Mais Jagr, réponse courte, c'est que c'était le seul moyen d'évaluer. Yarek Dutreil. Avec la reconstruction des Rangers, y aurait-il des joueurs qui pourraient intéresser le CH? Est-ce qu'un Lafrenière serait intéressant pour jouer avec Suzuki ou Caulfield malgré son contrat? Ouais, reconstruction des Rangers. Ça sent plus la réinitialisation cosmétique. Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire probablement? On va échanger un joueur là, comme où on ne re-signera pas Panarin. Panarin, quelque on chose va de même. l'échanger. Mais Ouais, c'est ça. écoute, je vais mettre mon grain de Mais sel. est-ce qu'on va vider le club? Je pense pas. Je mets mon grain de sel. Oui. Puis, tu sais, jusqu'à tout récemment, on posait souvent la question Slav contre Lafrenière. Ben oui. Ça suscitait un débat. Oui. Là, il n'y a plus de débat. Mais non, il n'y en a plus. Mais il t'intéresse-tu?
Puis si oui, qu'est-ce que tu donnes? Premièrement, moi, je vais répondre vite, là, comme ça. Ouais. Moi, s'il y avait 2 joueurs des Rangers qui m'intéresseraient, mais évidemment, ils sont plus jeunes, alors les Rangers vont pas mal les garder. Puis, tu sais, intéressé, là, c'est pas... Je perdrais pas le sommeil avec ça, mais on pose la question, je réponds. Moi, j'irais plus, mettons, que vers un gars comme Will Kiley et Braden Schneider, le défenseur de 6 pieds ils vont 3. les garder. Oui, ils vont les garder. Pour ce qui est de Lafrenière, tu sais, moi, Trocheck, Zibanejad, Miller, tu sais, le train a passé. Là. Lafrenière. Regarde. Oui, il y a un gros contrat, mais là, c'est rendu que 7 millions. Ça t'achète. Écoute, Alex Wennberg a eu 6 millions. Oui. Je le sais, là, j'en ai fait une obsession, là, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Il n'est pas pire, Alex Wennberg, mais quand même 6 millions. Bon, Lafrenière, peut-être que je le ferais, mais j'aurais pas l'attente d'une explosion. Mais eux, est-ce qu'ils veulent se débarrasser de son contrat? C'est ça la clé. Ça, c'est possible. Mais là, avec Panarin qui s'en va, ils vont de la place un peu plus. Ouais. Pour moi, ils ne les changeront pas. Tu sais, c'est un ailier. Il est costaud, il a des bons moments. Lui, tant mieux pour lui. Hein? Il a eu sa meilleure période en carrière durant les séries, il y a 2 ans, et c'est là qu'il a obtenu son gros contrat. Le reste de sa carrière, ça a été vraiment comme ça. Quoique je pense qu'en début de carrière, je trouve pas que les Rangers l'ont si bien géré que ça. Fait que je veux pas juste mettre le blâme sur l'équipe, je veux pas mettre le blâme juste sur le joueur. Puis en même temps, ben regarde, Lafrenière, moi, il est moins bon que je pensais, mais j'ai jamais pensé que ça serait une superstar. Donc, mes attentes envers lui, étant ce qu'elles sont, oui, j'irai le chercher. Qu'est-ce que je donnerais pour? Regarde, au maximum, moi, là. Est-ce qu'on est rendu à l'étape Oui. où on peut mettre le nom... Écoute, puis je le dis, puis je suis gêné de le dire en même temps. Oui. Tu peux mettre le nom de Kapanen dans une conversation, étant donné la valeur qu'il a avec ses buts. Écoute, puis est-ce que les Rangers le font? Puis est-ce que toi, tu le fais? Ça dépend, Mathias. Qu'est-ce que les autres équipes pensent de Kapanen? Quand les dépisteurs viennent là, au Centre Bell là, à tous les matchs, là, puis là, ça part des rumeurs d'échange, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Quand la gang est sur la passerelle, là, les Pierre Gauthier et compagnie, là, qui sont tout le temps là, je serais curieux, moi, de les avoir, là. Écoute, il y en a un qui tripait sur Logan Mailloux, là. Ouais. Je serais curieux, moi, de les avoir à micro fermé, puis dire, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Kapanen? Vraiment, là. Moi, je peux dire que j'ai parlé à un dépisteur junior qui ne regarde pas tous les matchs du Canadien dû par le fait qu'il est très occupé par son équipe. Mais moi, il m'a simplement dit, il dit, bon. Il y en a qui l'aiment. C'est un bon joueur. Mais moi, je pense que la réponse réside dans quand il va jouer avec quelqu'un d'autre que Demidov. Voilà. On dirait qu'il fait juste attendre les jeux Demidov avant mais il est complet. Mais absolument. Ouais. Ah, il est complet. Ça, c'est sûr. La question, est-ce qu'un autre les compléterait encore plus? Ouais. On verra. Alors, pour répondre à la question de Lafrenière, regarde, je ne sais pas ce que je donnerais pour, mais le maximum, moi, que je pourrais donner, je te dirais, là, le maximum, puis là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est passé », il y en a qui vont dire que c'est trop. Bon, peu importe, les auditeurs commenteront selon leur feeling. Moi, ça serait un choix de fin première et un espoir B. OK. Même pas un Rainbacker? Et non. Non? Non. Parce qu'eux, ils voient Lafrenière premier show au total, il va nous attendre avec la mais là, regarde là, 6e saison, il y a 10 buts, 18 passes. Ouais. Fait que moi, c'est choix fait première plus un espoir B. Moi, je donne le choix de première de cette année? Protéger top 12? Non, j'attendrai de voir où est-ce que le Canadien va repêcher. Okay. Mais à partir de 20, 21, j'aurais pas de misère à le donner, surtout que cette année, je ne serai pas sur le repêchage. Okay. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est-tu raisonnable? Moi, je donnerais un choix de première. Puis, je dirais pas non, mais je ferais pas monter les enchères puis je ne perdrais pas le sommeil à aller chercher Alexis Lafrenière. Mais, regarde, Kent Hughes nous a habitués dans les dernières années à aller chercher des genres de joueurs comme ça, très jeunes encore, qui déçoivent l'équipe qui les a repêchés. Who knows? Puis des Québécois aussi, il y en a de plus en plus. Aussi. Oui, il y en a de plus en plus aussi. Ouais. Martin Desgagnés. Bonjour, bonsoir, messieurs. Pouvez-vous nous faire un top 5 des meilleurs repêchages de l'histoire du Canadien?
Quoiqu'il soit trop tôt pour les 5 derniers repêchages pour se prononcer, y a-t-il une de ces QV qui a une chance de percer le top 5 un jour? Martin nous a écoutés la semaine dernière. Oui. Ben moi, il y en a 3 qui me sautent à l'esprit. Je ne donnerai pas nécessairement d'ordre parce que c'est difficile de comparer des époques. Mais moi, il y en a 3 qui me sautent à l'esprit. Alors, je vais y aller en ordre de descendant Dans des l'histoire années. Moderne, là. Oui, ben moderne. Le repêchage a commencé en 67, 68. Ah oui, tu vas aller jusque-là? Ouais. Ah oui, je vais aller jusque-là, puis je vais te dire pourquoi. Mais c'est pour ça que je ne peux pas y aller en ordre, parce qu'on va y aller chronologiquement. Mais je pense que le dernier grand repêchage du Canadien, là, vu qu'on ne tient pas compte des 5 derniers, c'est 2007, évidemment, avec Ryan McDonough, Max Pacioretty, Piquet Souban, et quand même 499 matchs joués pour Yannick Weber. Ensuite, moi, je remonte, et là, c'est beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je vais quand même remonter à 1998. Oui. Je te dis pas qu'il est premier, mais il est dans les bons. Pierre Dorion. Oui. Mike Ribeiro, François Beauchemin, Andriy Markov et Michael Ryder, qui a eu 237 buts dans les LNH. Imagine, on s'est trompé que le premier choix. On s'est trompé avec Eric Chouinard. Ouais. Alors ça, c'en est 3 que... c'en est 2. Ensuite, ben là, ça, c'est assez facile. 1987. 1987, tu as Andrew Cassels, John Leclerc, même si c'est plus ailleurs qui a été meilleur. Comme Cassels. Oui. Éric Desjardins, Mathieu Schneider. Là, ces gars-là, là, celui qui a joué le moins de matchs là-dedans, c'est John Leclerc, 967. Ah oui. Donc, tu as 3 joueurs qui ont plus de 1000 matchs en carrière et qui ont quand même, à des moments différents de leur carrière, ont été des joueurs d'impact. L'époque d'André Boudria, l'époque d'André Boudria. Paix à son âme, et Serge Savard comme directeur général. Le 4e, qui est vraiment solide, où les 4 joueurs ont joué 1000 matchs. Ouais. Et ça, tu vois ça rarement. Et c'est les 4 premiers choix de l'équipe. Oui. 1984, Peter Swoboda, défenseur. Shane Corson, Stéphane Richer et Patrick Roy. Ouais. Alors ça, c'en est le meilleur, probablement. Oui, c'est sûr que Corson, écoute, Richard a 421 buts. 2 saisons de 50 buts. Oui, Swoboda, ça n'a pas été peut-être la grande star que certains pensaient, mais il a quand même été très utile aux Canadiens. Bon. Alors ça, ce sont les 4 peut-être plus modernes, si on peut dire. Après ça, si on remonte aux années 70, c'est qu'aux années 70, là, il ne faut jamais oublier une chose, il y a moins d'équipes. Oui, il y a moins de joueurs juniors, mais il y a moins d'équipes. Et il y avait 13-14 zones de repêchage. Puis le Canadien, dans ce temps-là, était les seuls à peu près qui comprenaient c'était quoi le repêchage. OK, le Canadien, là, il y a une année, ils ont eu 5 choix dans les 15 premiers en 1974. Puis le pire, c'est que là-dedans, ils se sont trompés plusieurs fois. Alors, moi, je te dirais que l'autre repêchage, parce que là, tu es allé chercher 2 grands joueurs de l'histoire de l'équipe, Guy Lafleur, et en deuxième ronde, Larry Robinson. Wow. Ouais. Alors, pour moi, c'est les 5. Nos plus jeunes vont dire 2022, Lane Hudson, Juraj Slavkovski. Ah oui, mais ça se peut. Mais moi, j'ai bien répondu à la question de notre ami Martin. Non, mais je fais le lien. Qui là, dit, et là, il a dit, y a-t-il une CQV qui a une chance de percer le top 5 un jour? Bien évidemment, celle de 2022. Exact. Ouais. JF Chaput. Il semble être la norme dans les reconstructions qu'à un certain point, on échange les choix de première et deuxième ronde des prospects afin d'aspirer à la coupe. Ne devrait-on pas plutôt continuer de garder nos choix et meilleurs espoirs et même continuer à accumuler des choix afin de bâtir une dynastie et ne faire que des transactions hockey? Oui. Je me suis souvent posé la question. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode régulier avec les Golden Knights. Les Golden Knights qui, d'après moi, sont une exception parce qu'ils fonctionnent différemment. Ils ont commencé ils sont nés dans la Ligue nationale, si on peut dire, dans une situation complètement différente de ce qu'on est habitué, mais on va prendre des équipes établies. Moi, personnellement, puis je ne sais pas si c'est une fabulation de ma part, mais j'ai tendance à penser comme GF. Dans le sens que moi, j'ai regardé les Blackhawks de Chicago, par exemple, qui ont eu une dynastie de 3 coupes en 6 ans. Puis là, en 2015, ils gagnent la dernière coupe. Là, il y a le plafond qui commence un petit peu à les serrer, plafond salarial. Et là, en 2016, il y a une élimination rapide. Puis on voyait que les Blackhawks avaient un petit peu perdu de leur superbe.
Puis moi, je m'étais dit à ce moment-là, je ne le dis pas 10 ans plus tard, je m'étais dit à ce moment-là, j'ai dit ça serait le moment parfait pour commencer à échanger des gars de 28, 29, 30 ans, aller chercher des jeunes pendant que ces gars-là ont encore la valeur, régénérer ou remplir le garde-manger, si on peut dire, puis peut-être espérer dans les années 2020 une deuxième dynastie. Mais À la place, ils ont laissé tout le monde finir leur carrière pratiquement à Chicago, ou presque, puis les Blackhawks sont trouvés à queue. Mais là, il parle d'échanger. Tu regardes les Panthers, par exemple. Oui. Est-ce qu'ils gagnent la Coupe sans Brad Marchand? Oui. Est-ce qu'ils gagnent la Coupe sans Seth Jones? Oui. Mais ils ont donné des choix. Oui. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Fait que, à un moment donné, tu n'as tellement pas... Oui, ça ne marche pas tout le temps, mais des fois, c'est qu'il faut que tu ailles chercher l'extra. C'est ça la philosophie de... Puis, tu sais, on le dit tout le temps, il ne faut pas le faire trop tôt, mais rendu un certain Faut pas que tu laisses point, passer la parade. faut pas que tu laisses passer la parade. Oui. Tu sais. Ça tu as raison. Puis c'est pour ça que c'est toujours des gars le moment où le faire. Moi, je pense que... Pittsburgh l'a fait à quelques reprises aussi, puis ça a aidé, là. Moi, je pense que dans ma réponse à GF, j'ai plutôt répondu vers comment maintenir la dynastie. Oui. Et non pas avoir une seule run. Puis ça, je l'ai dit, je m'excuse pour les éditeurs, on va en parler pendant les Olympiques, vu que l'actualité hockey de la Ligue nationale va vraiment tomber un petit peu plus bas. Je vais faire une grosse analyse du Thunder d'Oklahoma City. Je ne vous ai pas oublié ceux qui attendent ça, il y en a qui l'écrivent. Puis je vais vous montrer que c'est la seule équipe qui a été le seul directeur gérant qui a été capable de monter deux équipes puissantes à deux époques différentes. Mais tu sais que le modèle en ce moment pour maintenir la dynastie, c'est Vegas? Oui. Ben oui. C'est ça, puis tu sais, fait dans une certaine mesure, et les Panthers aussi, t'aimes pas. D'aller chercher tes gars de 28, 29 ans, puis de régénérer tout le temps avec ça. Oui, parce qu'eux autres se disent, un choix de fin première, il y a à peu près 80% de chances que ça vaut rien, tandis que le gars qui s'en vient, il peut me faire gagner à quand Mark Stone va être rendu trop vieux, ils vont aller chercher un autre, mais... En tout le temps, en payant... Mais tu peux peux pas faire ça dans n'importe quelle ville. Tu peux le faire en Floride, ça. Tu peux le faire à Vegas. Voilà. Vanessa Chouinard. Hey! Question On a sauté une qui avait un beau prénom, mais c'est correct. Question pour le Snake. Pendant un bon bout avant que Kapanen se joigne vraiment aux Canadiens, tu disais qu'il ne ferait même pas le 3e ou 4e trio, mais qu'il était assuré de retourner dans la Liga. Après cette saison, j'ai remarqué que tu as changé d'opinion. Tu lui donnes maintenant comme meilleur scénario un centre de 3e trio et même la possibilité de rester au 2e si ça optimise mieux l'ensemble de l'équipe. Donc, j'aimerais savoir ce que Kapanen t'a vraiment démontré pour que tu ne le vois plus comme un simple joueur de la Liga. Oui, il a un bon tir et une belle vision du jeu, mais est-ce que son succès dépend surtout du fait qu'il joue avec Demidov? OK. Deuxième trio, peut-être j'ai mentionné ça. T'étais chaud? Non, mais peut-être je l'ai mal formulé parce que, bon, en ce moment, on vit avec parce qu'il est là puis il n'y a pas personne d'autre qui peut prendre sa place. Mais oui, j'ai parlé d'un meilleur scénario au centre de 3e trio. Qu'est-ce qu'il m'a démontré? Il m'a démontré qu'il scorait des buts. Dans le sens que, bon, c'est peut-être pas des buts que lui fabrique, mais c'est des buts que lui complète, mais il est complète. Alors qu'il y en a d'autres qui lancent à côté du filet. Alors lui, il a quand même les buts, il faut respecter ça. Mais c'est sûr que l'échantillon étant tellement petit, on parle d'une demi-saison, et le fait que c'est toujours à peu près le même but qui est toujours préparé par Demidov, oui, il est possible que son succès dépende de Demidov. La question est de savoir, est-ce que Kapanen, comme joueur de 3e trio, même en marquant moins, peut devenir quand même un joueur relativement utile? Ça, je n'ai pas la réponse encore. Oh, que j'aime la prochaine question. Félix Villeneuve. Quel est, selon vous, le pire choix au repêchage de tous les temps? Genre le pire gaspillage de choix au repêchage qu'on voyait venir dès la sélection. Je te laisse répondre, puis moi, j'ai ma réponse. J'ai aucune idée de ce que tu vas répondre. Tu vois, il y aurait... la question est quand même qu'on voyait venir dès la sélection. C'est plutôt ça. Qu'on voyait venir dès la sélection. Puis le pire gaspillage de choix. Ouais. Et là, à ce moment-là, il faut aussi que tu considères le rang de sélection. Tu gaspilles le 27e choix sur un joueur qui ne fait pas la Ligue.
c'est pas la fin du monde. Donc, on va y aller surtout en haut de repêchage. Moi, je dirais probablement le gars que j'ai vu en lequel j'ai jamais cru. Je te laisse répondre. Mais moi, ça va être complètement différent. Ah! Parce que c'est un gaspillage d'actifs aussi. Ah! Ça te donne-tu un indice? Je Gaspillage pense de que choix et d'actifs. Je pense que je sais où tu t'en vas. Oui. Je pense que je C'est sais. des gardiens. Ah, OK. C'est ça? C'est ça que tu pensais? Ben, Les Islanders oui, c'est ça. ont Luongo. OK, on a le même. L'échange. T'avais le même? J'avais Rick DiPietro. Et échange Luongo, échange Jokinen en Floride pour aller chercher Mark Parrish et Gvacha et repêche Rick DiPietro au premier rang alors qu'il aurait pu garder tous ces gars-là. Puis aller Gardez Luongo. chercher Jason Pezza. Spezza ou Danny... Ou Danny Spezza cette année? Non, c'était Spezza. OK. Ouais. Ben, on a le même. Neil Yakupov, ça pourrait pas être un autre bon choix. Mais c'est Mais qu'on non, voulait c'est parce pas- que là, tu que gaspilles. Non, En plus. qu'on voyait venir. Ouais, c'est vrai. T'avais le C'est gardien. Neil Yakupov, il y en a Ouais. bien qui le voyaient dans leur soupe. Alors oui, c'est un gars. Il y avait Brian Lawton aussi en 1983. Ouais. Moi, je le voyais pas fort, mais quand même. Tu sais, on pouvait pas le voir venir. Attends une minute, moi là, Rick DiPietro, t'es sûr que c'est pas Hitley? Parce que ça, c'est l'année de l'échange de nom. Yashin a été échangé contre... non, je pense que c'est Hitley, l'année des Hitley. tu as tout à fait raison, Mathias, c'est l'année de Heatley et Marianne Gaborik. Ouais. Fait que Alors, tu peux ils avoir... auraient été mieux avec Gaborik ou Heatley. Tu aurais pu avoir Luongo, Jokinen, Gaborik ou Hitley. Ben oui. Là, ils étaient en voiture, les Islanders. Ouais. Présent. Ils étaient prometteurs, les Islanders, à ce moment-là. Mais ils avaient aussi fait des mauvais choix en 1999, alors qu'il y avait plusieurs choix. Enfin, ça a Mike été... Milbury. Mike Milbury a complètement... Là, maintenant, la question... Là, tu vas me dire, comment ça, tu le voyais venir? Ben moi, j'avais vu Rick DiPietro, puis au départ, choisir un gardien premier, pour moi, ça n'avait aucun sens. Ouais. Puis je le regardais jouer, puis je me disais, qu'est-ce qu'on trouve à ce gars-là? Il a été blessé, on va lui donner Aussi. ça. Regarde, Pas un mieux gros pour lui. gabarit non plus, là. Ceux qui s'en rappellent, il a signé un contrat de 15 ans. On le paye encore aujourd'hui, non? Je ne Ça sais me pas si on le surprendrait paye pas, encore, ouais. mais Ça me on doit... surprendrait, regardons, ça me surprendrait pas qu'on le pas. paye encore. Mais moi, à ce moment-là, j'avais vu DiPietro avec le programme national américain, puis à Boston University. Puis je m'étais dit, mais mon Dieu, c'est un gardien comme les autres. Ouais. Ça va, Je trouve finir ordinaire, ça va tu sais. finir en 28-29. Voilà. Hein, il paye encore. Il paye encore. Malade. Il paye encore. Wow. Il Ça, paye c'est combien, là, cette année? 1,5. Ben, sur le 1 plafond. million? 1 million? 1,5 million. 1,5 million. C'est Hey, c'est il le a prix... arrêté de jouer quand? C'est le prix d'un joueur de quatrième trio. Il a arrêté de jouer en 2012-2013. Ben, ça fait presque 15 ans. Oui, ben oui, parce qu'il restait un Aïe, certain aïe, nombre d'années de aïe. contrat et on l'a racheté et à ce moment-là, tu doubles le nombre d'années pour le rachat. My God. Fait que ça a fait quasiment... je pense qu'il a été obligé de le payer pendant 17 ans, quelque chose comme ça. OK. Alors, c'est vraiment DiPietro. Écoute, on est Ah, arrivé bon, avec les le... grands esprits se rassemblent. Félix Gagnon. Michael Hage, dans une entrevue avec le Daily Face-Off, parlait du côté crève-cœur d'un match d'élimination simple sans lendemain, où chaque erreur ne pardonne pas. Il disait qu'en NCAA, c'est quelque chose auquel il n'était pas habitué, mais pas tout le monde dans le vestiaire d'équipe Canada... quelque chose auquel il était habitué, mais pas tout le monde dans le vestiaire d'équipe Canada ne l'était. D'un point de vue de dépisteur, est-ce plus intéressant de voir des séries 4 de 7 ou des matchs sans lendemain? Ben, on est mieux de voir des séries 4 de 7 sûr. parce qu'évidemment, la série 4 de 7 te donne un échantillon plus grand de la qualité du joueur. Des fois, un gars connaît un match, puis au moment où on enregistre, c'est le match du championnat national de la NCAA, football américain, commence à l'instant, ou presque, et c'est Miami contre Indiana. Ce n'est qu'un match. Indiana, le carrière Fernando Mendoza, est pressenti comme étant le premier choix au prochain repêchage de la NFL par les Raiders. S'il joue mal ce soir, c'est sûr qu'il sème le doute. Ouais. Mais même s'il y a eu une bonne saison, tu sais, c'est ça qui arrive. S'il joue bien, il solidifie sa position. Mais idéalement, je sais qu'au football, c'est pas possible, mais au hockey, c'est sûr que c'est mieux de voir une série 4 de 7. Mon préféré, Yvan Despoc. Dans les rondelles. Qui Toute une question. Qui de Florian Jacquet, Tyler Thorpe, Jared Davidson et Luke Tuck voyez-vous jouer au moins 300 matchs dans la Eh boy. LNH? Regarde, je
Tu me laisses-tu répondre pendant que Ouais, tu hésites? ouais. Parce que, tu sais, si on met... Michael Pezzetta, combien de matchs dans la Ligue nationale? Tu sais, si on m'avait dit, Ouais. ma seule hésitation, c'est que Pezzetta a joué quoi? Au moins 250 Je matchs? suis là-dessus. Euh, 200 matchs. Ouais. Ok. 200 matchs? Quand même. Mais sinon, moi, de réflexe, je dirais aucun. Moi aussi, c'est aucun. Mais si on me disait, quelqu'un a voyagé dans le temps, revient, il dit qu'il y en a eu un. Tu dis qui? Jack Hall. Moi aussi, c'est Florian. Moi, je pense les autres. Luke Tuck, arrêtez de parler de Luke Tuck. Là, il va Tuck, il est avoir plus là. 24 ans. Là. Ah, il est plus là. On Il ne est pas parle là, plus de Luke Tuck. Non. Raphaël Simard-Degagny. Si on compare les Pingouins de Lemieux et de Crosby, quel noyau considériez-vous avoir le plus été dominant? Je la trouve facile, celle-là. Oui, elle est facile. Peut-être qu'on n'aura pas la même Ah réponse. non, elle est trop facile pour qu'on n'ait pas la Mais même réponse. Pour moi, c'est le noyau qui a gagné les 2 coupes au début des années 90. Mais curieusement, selon moi, l'équipe la plus puissante était celle de 1993, qui a été éliminée en quart de finale par les Islanders de New York, et l'année où le Canadien avait gagné la coupe. Parce que cette année-là, on s'était pacté un club, et pour vous donner une idée, il y avait eu 4 marqueurs de 100 points. Mario Lemieux, Kevin Stevens, Rick Tocchet, Ron Francis. 4 gars de 100 points. Et Jaromir Jagr, dont on a parlé la semaine passée, en avait eu 94. Le défenseur Larry Murphy, 85. Et l'attaquant Joe Mullen avait eu 70 points. Regarde les meilleurs compteurs de l'histoire dans la Ligue nationale de hockey. OK? OK. Puis moi, je suis juste curieux d'avoir le rang de Lemieux, Ron Francis, Jagr. Ben, c'est 3 top 10. C'est Dans la 3 même top équipe. 10. Ouais. Mais ils avaient été éliminés en 93, mais ils avaient quand même gagné 2 Coupes Stanley avant. Fait que pour moi, puis tu sais, t'as Larry Murphy à défense, t'en avais d'autres défenseurs de talent aussi. Là. Je les sors-tu ou pas? Ouais, pour la fun. Fait que Wayne Gretzky 1, Jagr 2, Mark Messier 3, Gordie Howe 4, Ron Francis 5, Marcel Dionne 6, Steve Yzerman, Mario Lemieux, Sidney Crosby, Joe Sakic, Ovechkin, Phil Esposito. 2-5-8. 2-5-8. Quoi? Pittsburgh. Puis il y a aussi 15, Mark Rick. Le Mais 2e, le 5e puis le 8e. Ouais. 2-5-8. C'est ça. C'est quand même fou. Non, Mark Recchi, c'est une autre époque. Ah oui. Ouais. Simon Lerat. Je serais curieux d'entendre les réponses du serpent le pragmatique et Mathias l'émotif Ah oui, je suis un émotif. Moi. pour cette question. Écoute, j'étais pragmatique avec Ryan Backer dans l'épisode régulier. À San Jose, Tyler Toffoli semble avoir pris le rôle de grand frère auprès des jeunes Celebrini et Smith. Ceux-ci semblent beaucoup apprécier le bon vieux Tyler. Quelle importance accordez-vous au rôle de mentor grand frère dans un contexte de reconstruction? Ben moi, oui, absolument. Ça prend quelqu'un pour donner l'exemple, pour dire, regarde, là, tu as pris tes 2 bières, c'est le fun. Là, on rentre. Regarde, on a soupé, on a eu du bon temps. Tu as pris 2 verres de vin. Là, tes 4 gin tonic, après, c'est ça qui va te nuire. D'avoir quelqu'un qui est vraiment là dans le quotidien. Prépare-toi. Vas-y, regarde, je fais du yoga. J'ai 34 ans. Faisant du yoga aussi, pour moi, c'est essentiel. Bien, tu vois, Alexandre Daigle, dans les nombreuses entrevues qu'il avait données à la sortie du documentaire, avait parlé que c'était une des choses qui avait manqué à Ottawa, un encadrement avec quelqu'un. Cependant, moi, je vais mettre un bémol là-dessus. Tyler Toffoli est quand même encore un joueur de hockey efficace. Ah oui, c'est sûr. Alors ça, je pense que un joueur va être plus porté à écouter un gars qui produit encore. Oui. Toffoli joue souvent avec Celebrini. Oui. Il complète ses jeux. Que tu arrives avec un gars de 37-38 ans qui est complètement usé à la oui, corde c'est sûr. et qui a 2 buts de base. Ben oui, tu ne l'écoutes plus. Là, Tu c'est l'écoutes sûr. plus. Parce que là, ça devient comme, garde le vieux qui radote. Ouais. C'est ça. Nicolas Bourbonnais. Bonjour Snake. Que penses-tu de la saison actuelle de Landon Dupont? Crois-tu qu'il y ait des chances qu'Alexis Joseph le dépasse au draft? Même si je suis conscient qu'il est trop tôt pour le savoir, ce serait bien de savoir comment se comportent les 2 jeunes. Dans 2 ans. Oui, vois-tu, c'est l'an prochain, c'est 2027. Ben, c'est ça, Ouais. ouais. 2 Regarde, repêchages. regarde, évidemment que si on m'avait posé une question, maintenant, sur Gavin McKenna à Stati l'année Ah. passée, non. et qu'on m'avait dit, est-ce que tu penses que Ivar Stenberg ou, mettons, Keaton Verhoff pourrait le dépasser? Ouais. J'aurais dit non. Ah, On se bat pour la 2e place. Tu aurais renversé la table. Ben, j'aurais dit, voyons donc. Fait que là, les discussions 1 an et demi à l'avance, ça se peut même que ça soit ni l'un ni l'autre qui soit Ouais. premier choix. Ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, pour répondre à la question dans les faits de cette année, Landon Dupont a eu un départ statistiquement qui était lent par rapport à l'an dernier, mais je trouvais quand même qu'il jouait bien.
Et dans ce temps-là, quand un joueur joue bien, tu sais que les points vont suivre à un moment donné, et c'est ce qui est en train d'arriver. Il a 35 points en 37 matchs, donc il s'approche d'un point par match comme l'an dernier. Est-ce qu'il y a eu une progression peut-être aussi vertigineuse de 15 à 16 qu'on aurait peut-être pu s'attendre? La réponse est non, mais l'année importante, c'est l'année prochaine. Alexis Joseph, meilleur joueur de 16 ans dans la Q, peut-être même dans le hockey junior canadien en ce moment. Écoute, c'est pas impossible que les joueurs sortent 1-2. Mais, alors, la réponse est oui. Ça se peut qu'il le dépasse, mais j'ai aucune idée en ce moment. Alexandre Proulx, question d'approfondir l'univers du balado. Pourriez-vous nous dire la signification derrière les numéros de vos chandails affichés derrière vous? Écoute, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Oui. Puis vous allez comprendre. Oui. Pouvons-nous la garder pour la semaine prochaine? Ben oui. Pourquoi? Je peux pas le dire maintenant. Alors, on la garde pour l'extra ou pour le balado régulier? Pour l'extra. Pour de l'extra. la semaine prochaine. OK. Peux-tu faire ça? Alors, je l'encercle, Alexandre. C'est pas de ma faute, hein, c'est Mathias. Oui. Non, mais c'est quand même moi, je t'ai prêt à personnel. répondre. Je t'ai prêt à répondre. C'est personnel. J'avais passé la nuit à y penser, mais en ouais. tout cas. Moi, je m'en doute. Ah oui? OK. Alors, on en parle la semaine prochaine. Alex Arcato. Salut Snake. Quelle est ton évaluation de Constant Helenius, qui a une très bonne saison dans la Ligue américaine à 19 ans? Oui, alors Alex, au moment où on se parle, tu sais peut-être, Buffalo a rappelé Constant Helenius. Il a joué un match déjà. Constant Helenius qui fonctionnait presque à 1 point par match dans la Ligue américaine à l'âge de 19 ans. Lui, il a l'avantage, contrairement à ce qu'on discutait tout à l'heure, il a l'avantage d'avoir pu jouer dans la Ligue même à 18 ans l'an dernier, parce qu'il venait d'Europe. Ce ne sont que les joueurs repêchés du hockey junior canadien, pas nécessairement des Canadiens, mais des joueurs qui ont joué au hockey junior canadien au moment d'être repêchés, qui n'ont pas le droit d'y aller. Alors ça, je suis sûr que ça entre dans la décision parfois des agents lorsque les joueurs juniors essaient des équipes juniors essaient de recruter des Européens. Souvent, on nous dit, oui, mais s'il fait ça, il ne pourra pas jouer dans la Ligue américaine à 18 ou 19. Alors, Helenius en est un. Moi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un gars qui a un bon talent offensif. Pas nécessairement une vedette. Je vois un joueur peut-être de milieu d'alignement avec un plafond de deuxième trio, mais il est très... il est costaud, il est trapu, il fonce au filet. Puis, regarde, c'est un essai qu'on lui donne. On va peut-être le retourner à Rochester, mais sa progression est excellente pour un gars qui a été choisi quand même 14e. Louis Pringle. Je sais pas s'il y a un lien de parenté avec Peter. Toi, tu comprendras pas. Toi, tu vas comprendre. Ben oui. Chanteur de charme. Ben oui. Dans les années quoi? 70, 80? 80, oui. C'est un lien croustillant que tu nous fais. Et voilà. J'aime ça entendre le rire en arrière dans la salle de montage. C'est stupéfait. J'ai eu la chance de voir cette formation des Lions du Lac-Saint-Louis avec Drouin, Madison et Duclair. Équipe électrisante qui comptait aussi sur un certain Kurt Etchgary. J'aimerais connaître l'opinion du Snake sur ce dernier. Les gens vont aller chercher loin. Hein? Oui, les gens vont aller chercher loin, mais c'est sûr que cette année-là, j'en ai parlé la semaine dernière, écoute, c'est rare que tu aies 3 joueurs de Ligue nationale dans la même équipe Midget 3. Kurt Etchgary, c'était un gars qui a joué 4 ans pour les Remparts de Québec. Il a eu une pas pire carrière dans la LHJMQ. Ensuite, il a joué un match dans la East Coast League. Et ensuite, il est allé jouer à l'Université à l'Île-du-Prince-Édouard et ça a fini là. À cette époque-là, oui, c'était, je dirais, le 4e meilleur joueur de l'équipe. C'était un gars qui n'était pas très grand, mais qui était trapu, qui n'avait pas peur et qui jouait souvent soit avec Duclair ou Drouin. Puis, il avait été un élément important de cette équipe-là. Malheureusement, tu sais, c'est l'entonnoir qui arrive à un moment donné. Ouais. Alors, t'as beau être un excellent joueur de Midget 3A, ben, à un moment donné, ben, l'entonnoir t'absorbe vers le junior, puis vers la Ligue américaine. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas continué, mais c'était vraiment une étoile du Midget 3. On termine avec Sébastien Houd. Snake, est-ce que tu conserves tes notes d'évaluation et tes rapports au fil des années? Est-ce qu'il existe une sorte de bibliothèque de carnets, de rapports manuscrits et de suivi de joueurs? Et, tant qu'à rêver, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un livre avec des extraits de ces notes-là? Question de voir l'évolution du regard, des projections et du métier. C'est bon, cette question-là. Oui, c'est curieux, hein, mais je suis un gars qui garde pas mal plein d'affaires. Ouais. Tu sais, je suis arrivé avec quoi? Le logo des Barons de Cleveland. Là. Ouais.
Mais ça, là, j'en ai très peu. Ah oui? Ouais, j'ai très peu de notes. J'ai très peu de trucs dans mon ordi. Moi, je garde tout, hein. Ouais. Mes articles à 14-15 ans, Ouais. mes billets Ah, quand mais j'étais moi- allé au forum Ah, à j'ai- 8 ans. Ah, j'ai des et billets tout. de show. J'ai des billets de show. Ah, j'ai Moi, tout. j'ai Ouais. tu sais, j'ai Metallica au Spectrum, là. Et Bon, en première partie, Et- en plus. tu dois voir. Là. Oui, c'est beau, Mathias. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi la semaine prochaine. Ah non, pas encore ça. J'aurais jamais dû parler de ça. Alors c'est ça. Alors non, malheureusement, j'ai pas grand-chose. Il y a beaucoup de choses, par contre, que j'ai encore dans ma mémoire. Est-ce que ça me tente d'avoir de faire un livre là-dessus, l'évolution du regard? Bien, ça pourrait être amusant, mais j'ai pas la prétention de croire que ça pourrait intéresser tant de monde que ça. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, ben, j'aime mieux le partager dans le balado, dans les... Ouais. Tu sais, le serpent en liberté, les petites choses... j'ai parlé de Ray Stazak tout à l'heure, puis... Alors, j'aime mieux le partager ici et là, à petites gouttes, parce que je pense pas que ce serait quelque chose qui soit vraiment passionnant. Peut-être si j'étais devenu, je ne sais pas, directeur gérant d'une équipe de la NNH qui gagne la Coupe Stanley, ça aurait pu être intéressant. Mais en ce moment... Écoute, à défaut t'sais. d'un livre, tu préfères un jeu de société? Serpent, Un nouveau modèle? Moi, Serpent et échelle? moi, je vais... Hein, moi- Simon? Oui. Ah, Avec les équipes de la Ligue nationale, les reconstructions, les échelles, les serpents qui descendent, puis là, il faut reconstruire, ça serait bon, ça? Puis quand tu prends l'échelle, tu te fais repêcher. Ah, il faut aller chercher les... Non, ils ont déjà les droits, mais ça serait drôle, là. Non? Une adaptation? je commence à avoir mal à la tête. Les serpents, ça n'a jamais mal à la tête, voyons. T'en as assez, là, il y a les petits cheveux ébouriffés, là. Ah oui, ils sont ébouriffés? Ouais. Ah oui. Ça non, décoiffe. mais ils t'ont dressé sa tête Ah d'un oui? coup. Ah, je dois beau, oui. Je Non, dois beau, non, mais cheveux on dirait que aujourd'hui. là, non, il était correct, mais on dirait qu'ils ont levé d'un coup là, Ah. quand j'ai parlé de serpent. Je parle pas de mes cheveux à moi aujourd'hui, là. OK. Fait qu'on est bien curieux de Moi, je suis savoir dû. pourquoi tu as le numéro 12. Oui, La semaine prochaine. semaine prochaine.